Bonjour. Donc on va continuer sur cette thématique du sommeil et des nouvelles technologies. Donc moi je suis Laure Peter de Rey, je suis neurologue et je m'occupe principalement du sommeil de l'adulte. Alors je vais vous parler de cette question prise un petit peu sous un autre angle en s'intéressant plus finalement à ce que les nouvelles technologies... Un peu plus fort, comme ça va. C'est juste que je bouge le micro. Alors, oui, je disais que j'allais m'intéresser plus particulièrement à finalement ce que peuvent nous apporter les nouvelles technologies, à la fois dans la compréhension de ce qui se passe pendant le sommeil, mais également à l'exploration du sommeil et peut-être également à l'amélioration de notre sommeil. Alors, tout d'abord en préambule quand même, parce que je pense que ça reste le message principal de cette journée du sommeil, c'est l'impact délétère de nouvelles technologies sur le sommeil. C'est ce qui a déjà été dit par Patricia Franco et Claude Granfier. Nous sommes hyper connectés, nous sommes hyper vigilants, et ce, aussi bien les enfants que les adolescents que les adultes. L'effet de la lumière vous a bien été expliqué. Il y a l'effet de la sollicitation cognitive, l'effet émotionnel aussi. On peut bien imaginer que consulter ses mails juste avant de dormir n'est pas sans effet sur la durée et la qualité du sommeil. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui ressortent assez clairement de l'enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui vous sera détaillée un peu plus tard par Bruno Claustra, et qui montre que nous dormons moins longtemps et que vraisemblablement cette perte de temps de sommeil et de qualité de sommeil résulte en partie de ces nouvelles technologies, sachant que, comme vous pouvez le voir, 80% d'entre nous utilisent un ordinateur, une tablette ou un smartphone après le dîner, avant d'aller se coucher, et qu'un nombre considérable dorment avec le téléphone allumé et répondent aux SMS, aux messages, dès lors qu'ils surviennent dans la soirée et même dans la nuit. Alors, ceci étant dit, les nouvelles technologies n'ont pas que du mauvais, et elles nous sont très utiles dans la compréhension qu'on peut avoir du sommeil, parce qu'elles permettent de l'enregistrer, de mieux le comprendre, de l'explorer chez les sujets qui ont des troubles du sommeil, et que probablement à l'avenir, de la même manière que l'on peut utiliser la lumière, eh bien, on pourra utiliser d'autres technologies pour moduler l'activité cérébrale et peut-être améliorer la qualité du sommeil. Et puis je terminerai en parlant des objets connectés et de leur utilisation qu'on peut en faire éventuellement pour améliorer le sommeil. Alors voilà ce qu'on utilise en laboratoire de sommeil pour explorer le rythme veille-sommeil des sujets qui consultent pour un problème d'insomnie le plus souvent. Alors, vous avez ici des photos de petits dispositifs qu'on appelle des actimètres. Donc ce sont comme des petites montres que les sujets portent au poignet. On leur remet la montre au laboratoire et puis ils rentrent chez eux avec cette petite montre qu'ils vont garder pendant 15 jours, 3 semaines. Ils vont la garder portée en permanence et ils nous la rapportent ensuite. Et voici le rapport qu'on peut obtenir issu de cet enregistrement dit actimétrique. Alors l'actimètre, il va enregistrer uniquement l'activité motrice, en fait les mouvements du sujet. Mais ça va déjà nous donner des informations tout à fait intéressantes. Vous voyez ici représenter les différentes heures de la journée. Donc vous avez une journée ici, la suivante là, donc minuit, 6 heures, midi, etc. Et ici les différents jours du mois qui se succèdent. Et vous voyez là une période avec des petits traits noirs qui représentent l'activité motrice, qui va se poursuivre ici jusqu'à environ 2 heures du matin. Là, ce petit intervalle blanc sans activité motrice correspond vraisemblablement à une période de sommeil, et on voit que la personne s'est réveillée ici vers 7-8 heures du matin. On observe quelques soirs où la personne s'est couchée encore plus tard, ici vers 4-5 heures du matin. Et ce qu'on peut déjà voir sur cet enregistrement, c'est qu'il y a manifestement des difficultés à aller se coucher tôt et probablement aussi une privation chronique de sommeil avec un temps de sommeil qui est globalement court. Donc on a des informations relativement intéressantes rien qu'avec cet enregistrement qui est finalement assez simple et qui est bien utile pour les troubles du rythme veille-sommeil. Claude Granfier vous a parlé des chronotypes du matin
ou du soir. Alors là, on reste dans le domaine de la physiologie. Par contre, il y a des sujets qui ont vraiment un décalage extrêmement important et qui ne sont pas capables de se resynchroniser correctement. On appelle ça un retard de phase ou une avance de phase. Et ces enregistrements actimétriques sont bien utiles pour en poser le diagnostic. Pour certains autres troubles du sommeil, l'actimétrie ne suffit pas et on fait des enregistrements qu'on appelle polysomnographiques qui sont plus complets et qui nous permettent d'enregistrer tout un tas de paramètres qui nous serviront à définir les stades de sommeil et à explorer certaines pathologies. Pour définir les stades de sommeil, on a besoin de 3 paramètres. L'activité du cerveau, c'est l'électroencéphalogramme. L'activité des mouvements oculaires, c'est l'électrooculogramme, et l'activité musculaire, l'électromyogramme, qu'on enregistre en général avec une petite électrode au niveau du menton. Et avec ces 3 paramètres, on est capable de reconnaître le sommeil lent, léger, profond, et le sommeil paradoxal, ou encore l'état de veille. En général, quand les sujets viennent dormir au laboratoire, c'est qu'ils ont un trouble du sommeil, souvent des apnées du sommeil, et donc on enregistre également des paramètres de respiration, une petite canule de pression nasale qui ressemble un peu à des lunettes à oxygène qu'on place dans le nez, des sangles thoraco-abdominales qui vont permettre d'enregistrer les mouvements de respiration, un capteur de saturation en oxygène et puis un micro qui va nous permettre d'enregistrer le ronflement. On enregistrera également l'électromyogramme des jambiers et puis, dans certains cas, la vidéo pour observer des comportements moteurs éventuellement anormaux au cours du sommeil. Alors voilà à quoi ça ressemble, tous ces paramètres lorsqu'ils sont enregistrés. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de signaux. Tous les signaux situés au-dessus là, correspondent à l'électroencéphalogramme. Donc c'est l'activité du cerveau. Ici, c'est un sujet qui est en sommeil lent léger. On voit une activité cérébrale qui est ralentie, alors ça il faut me croire sur parole, avec des petites figures ici que nous on appelle les fuseaux de sommeil, enfin bref, des caractéristiques qui nous permettent de reconnaître le stade de sommeil. On a ici l'activité musculaire du menton, comme je vous l'ai dit, et puis ces grandes courbes-là, c'est la respiration. Donc là, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème de respiration au cours du sommeil. Hein. On voit une amplitude parfaitement stable de cette courbe de ventilation. Le même individu au cours du sommeil lent profond, vous voyez que ce qui a changé radicalement, c'est l'activité du cerveau. Même sans être expert en EEG, vous vous rendez bien compte qu'elle est beaucoup plus lente. Hein. On voit ces ondes très très lentes. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le sommeil lent, hein, parce que l'activité cérébrale est ralentie. Et puis là, vous voyez un stade de sommeil bien particulier qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où l'on rêve principalement, on rêve un peu aussi en sommeil lent, mais surtout en sommeil paradoxal, et où l'activité du cerveau est à nouveau très rapide, et où l'on voit ici sur ces 2 petites lignes bleues des mouvements oculaires rapides qui caractérisent le sommeil paradoxal. Et comme vous pouvez le voir ici, le muscle du menton que l'on enregistre ne montre aucun tonus musculaire, parce qu'en sommeil paradoxal, la plupart de nos muscles sont paralysés, ne bougent pas, sauf les muscles respiratoires, pour certains d'entre eux, le diaphragme, qui nous permettent quand même de respirer, mais la plupart des muscles sont paralysés en sommeil paradoxal. Donc tout ça pour vous dire que la polysomnographie est pour nous un outil essentiel dans l'exploration des troubles du sommeil, et c'est ce qui nous permet de poser le diagnostic des apnées du sommeil, le diagnostic de certaines hypersomnies, la narcolepsie, et de certaines parasomnies, donc des comportements moteurs anormaux au cours du sommeil. Alors, mis à part cet aspect purement diagnostique, finalement, l'utilisation de ces technologies pour poser un diagnostic de troubles du sommeil, comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour améliorer le sommeil, pour traiter certains troubles du sommeil? Alors, je vais commencer par une technologie qui n'est pas hyper high-tech, mais dont il me semble important de parler, qui est la luminothérapie et l'usage qu'on peut en faire, nous, en clinique, pour améliorer le sommeil de nos patients. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur ce schéma qui vous a déjà été présenté, hein, qui reprend l'impact de la lumière via ces cellules à mélanopsine sur le noyau suprachiasmatique qui va contrôler la production de mélatonine par la glande pinéale, et donc cette production qui va se faire au cours de la nuit lorsque la lumière diminue.
Alors nous, cette lumière, on l'utilise et on l'administre au bon moment, justement pour recaler les personnes qui présentent un décalage de phase, une avance de phase ou un retard de phase. Quelqu'un qui présente un retard de phase et qui va avoir des difficultés à aller se coucher, à s'endormir le soir et des difficultés à se réveiller le matin, eh bien on va lui administrer de la lumière le matin. Et cette lumière, au mieux, ce sera celle du soleil, mais selon la saison, ce n'est pas toujours possible. Donc en pratique, ce sera par l'intermédiaire de lampes de luminothérapie, donc avec des intensités lumineuses en général assez importantes, 2500 à 10 000 lux. Et en fonction de cette intensité lumineuse, on fera varier la durée d'exposition nécessaire pour recaler l'horloge biologique. Alors ça peut être utilisé également dans les troubles du rythme veille-sommeil lié au travail posté ou bien dans le jet lag. Alors ça concernait l'effet finalement de la lumière sur nos rythmes biologiques et principalement sur notre rythme veille-sommeil. Mais Claude Granfier vous l'a dit également, il y a un impact de la lumière sur un certain nombre de régions cérébrales qui expliquent des effets extrêmement importants sur les fonctions cognitives. Alors ça, c'est une expérience très intéressante qui s'est intéressée à des employés de bureau qui ont été soumis au protocole suivant. Au premier étage, ils ont été exposés à une lumière blanche de très haute luminance et enrichie en fréquence bleue. Donc vous savez que cette longueur d'onde maintenant est particulièrement efficace pour ce système non visuel de la lumière. Et puis à un autre étage, les sujets ont été soumis à une lumière blanche de faible luminance. Et au bout de 4 semaines, ces sujets ont été testés sur un certain nombre de paramètres et on leur a posé des questions sur leur niveau de vigilance, leur performance, s'ils se sentaient fatigués ou pas, et aussi la qualité de leur sommeil. Et puis ensuite, l'expérience a été inversée. Ceux du deuxième étage ont été exposés à plus de lumière, etc., pour pouvoir contrôler les résultats. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les sujets qui ont été exposés à la lumière blanche enrichie en bleu et à haute luminance étaient beaucoup plus performants, se sentaient beaucoup mieux et dormaient mieux. Donc bien sûr, c'était une exposition pendant la journée, pas dans la soirée, mais l'exposition aux horaires de bureau habituels était tout à fait efficace pour rendre les sujets finalement mieux dans leur travail, mais également mieux dans leur sommeil. Alors cet effet de la lumière sur les performances, je reprends ici une diapositive assez proche de celle qui vous a été présentée. Vous voyez ici l'effet de la lumière bleue versus une lumière verte ou en noir, pas de lumière du tout, pendant les heures qui correspondent à notre nuit habituelle. Cet effet sur la somnolence, donc vous voyez que la somnolence est moins importante lorsqu'on est exposé à la lumière bleue pendant la nuit, que ceci est corrélé à une moindre production de mélatonine. La mélatonine est inhibée par l'exposition à la lumière bleue, et que ça se traduit par des meilleures performances, ici mesurées en termes de temps de réaction, que si on est exposé à une lumière non enrichie en bleu, et que cela se traduit également par une activité cérébrale qui est globalement plus rapide, qui est globalement stimulée. Alors cet effet finalement cognitif, il a été étudié en imagerie fonctionnelle et on s'est aperçu que lorsque le cerveau est exposé à la lumière, lorsqu'on réalise une tâche à la lumière par rapport à réaliser cette même tâche dans l'obscurité, eh bien, il y a tout un tas de régions cérébrales extrêmement diffuses qui vont s'activer spécifiquement du fait de l'exposition à la lumière. Et ces régions, elles concernent aussi bien des régions sous-corticales, du thalamus, des régions comme l'hippocampe, qui a joué un rôle clé dans la mémorisation, que des régions du tronc cérébral et puis des régions corticales qui vont être largement plus activées lorsque l'on réalise une tâche en conditions lumineuses dans le cortex frontal, le cortex pariétal, donc des régions qui sont impliquées en général dans des tâches de haut niveau.
Alors, voilà pour l'effet de la lumière, comment utiliser la lumière pour améliorer peut-être nos performances. Je vais vous parler maintenant d'autres techniques qui pourraient peut-être nous permettre de modifier directement l'activité de notre cerveau avant de dormir ou pendant le sommeil. Alors, une problématique à laquelle on est très souvent confronté au laboratoire du sommeil, c'est les patients qui se plaignent d'une insomnie, donc de difficultés à s'endormir. À l'heure actuelle, le traitement de l'insomnie, c'est en premier lieu les thérapies cognitives et comportementales, mais ça reste quand même bien souvent, pour un certain nombre de gens, les médicaments. Or, les médicaments, on sait que c'est globalement peu satisfaisant, c'est pas vraiment un sommeil naturel qui est induit par les traitements hypnotiques. Ils ont des effets secondaires, souvent une somnolence résiduelle pendant la journée, et puis ils peuvent induire une dépendance. Alors, on est à la recherche d'alternatives. Tout ce dont je vous parle là, c'est du domaine de la recherche, mais je pense que c'est important parce que ça ouvre quand même des perspectives. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'induire le sommeil différemment ? Jusqu'à il y a encore récemment, on pensait que le sommeil, ça venait d'une région profonde du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral. Alors c'est essentiellement vrai, mais c'est pas que comme ça que ça se passe. On sait maintenant que au niveau du cortex, donc finalement des régions du cerveau qui sont impliquées dans la plupart des tâches cognitives et autres que l'on fait pendant la journée, il y a des mécanismes de régulation du sommeil également. Et on pourrait schématiser les choses de la manière suivante. Finalement, plus une région du cerveau va avoir travaillé pendant la journée, plus elle va être fatiguée, plus elle va faire des ondes lentes, les fameuses ondes lentes que je vous ai montrées en sommeil lent profond. Et lorsque cette région va faire des ondes lentes, ces ondes lentes, elles vont avoir tendance à diffuser à l'ensemble du cortex et à informer le tronc cérébral que maintenant on est fatigué et il faut aller dormir. Et donc l'idée, c'est de se dire que peut-être, en modulant l'activité du cortex, on pourrait réussir à induire le sommeil par voie top-down, donc de haut en bas. Alors, c'est des choses qui ont été essayées, effectivement. Comment est-ce qu'on peut induire des ondes lentes, c'est l'idée, comment provoquer des ondes lentes artificiellement. On peut le faire de deux manières, soit à l'aide d'une stimulation magnétique, vous avez ici une petite bobine qu'on place directement au contact du scalp, soit par une stimulation électrique, avec ici une cathode et une anode, également placées sur le scalp. Vous voyez ici un sujet avec une activité cérébrale spontanée, avec des ondes lentes de temps en temps, et puis le même sujet chez lequel on a appliqué une stimulation magnétique, et vous voyez ici ces ondes lentes sont beaucoup plus fréquentes, plus amples, plus rythmiques, elles sont déclenchées. Donc on arrive à modifier directement l'activité du cerveau par cette technique. Alors c'est quelque chose qui avait en fait été déjà essayé dans les années 70 et qui ne marche pas très bien pour induire le sommeil. Mais on se dit à l'heure actuelle que peut-être les protocoles de stimulation n'étaient pas tout à fait adaptés, peut-être qu'on ne l'a pas fait au bon moment, il faudra peut-être le faire juste avant de dormir et pendant une durée suffisante, et peut-être dans certaines régions du cerveau qui seraient plus réceptives à ce type de technique. Mais voilà, c'est une possibilité qui a déjà été explorée. Alors si on va un petit peu plus loin, l'idée précédente était d'essayer d'induire le sommeil. Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier l'activité du cerveau pendant qu'il dort? Et pourquoi ça pourrait être intéressant de le faire? Alors, vous savez sans doute que le cerveau, c'est très important pour les processus de mémorisation, de consolidation de la mémoire. Et un des mécanismes qui est avancé fait appel justement à la production de ces ondes lentes qui sont très très importantes pour notre cortex. On le sait parce que si l'on soumet des sujets à un apprentissage qui implique une région précise du cerveau, par exemple on leur fait apprendre des listes de mots, des paires de mots, eh bien on va voir que pendant le sommeil qui suit, en regard de cette région précisément, on va avoir plus d'ondes lentes. Et que plus on aura d'ondes lentes, plus les performances seront bonnes le lendemain si on reteste le sujet pour cette liste de mots qu'il fallait apprendre. Donc on a l'impression que ces ondes lentes, elles sont vraiment très très importantes pour la mémorisation. Alors certains chercheurs ont essayé de les booster, de les augmenter, en disant ben voilà, on va apprendre mieux. Et effectivement, sur certaines tâches en tout cas, quand on stimule les ondes lentes dans une région impliquée dans un apprentissage, eh bien on est meilleur le lendemain. Donc vous imaginez,
On pourra mettre des casques à tous nos petits écoliers en revenant de l'école le soir, et peut-être qu'ils apprendraient beaucoup mieux. Alors, il faut quand même apprendre pendant la journée pour pouvoir consolider pendant la nuit. Hein. Alors, dernière approche un petit peu de la même veine, qui est celle qui concerne les rêves lucides. Alors, les rêves lucides, ce sont des rêves pendant lesquels on est conscient qu'on est en train de rêver. C'est assez rare, mais on en fait tous de temps en temps. Donc, on sait qu'on est dans le rêve. Parfois, d'ailleurs, on essaye de s'en échapper et on n'y arrive pas. On arrive parfois à modifier le scénario. Certains y arrivent mieux que d'autres. Et ces rêves lucides, on ne peut pas bien contrôler avant de les faire. On ne peut pas les provoquer soi-même. Par contre, il a été montré qu'on pouvait le faire hein, à l'aide de techniques dont je viens de vous parler, de stimulation du cortex. Je vous ai dit qu'on rêvait surtout en sommeil paradoxal. Et en sommeil paradoxal, si on étudie l'activité du cerveau, on se rend compte qu'il y a des régions qui sont très actives, les régions visuelles, hein, souvent il y a beaucoup de scénarios visuels dans les rêves, les régions impliquées dans le traitement des émotions également sont très actives au cours du sommeil paradoxal. Par contre, les régions impliquées dans la conscience, dans le contrôle, en général, sont plutôt désactivées en sommeil paradoxal, ce qui explique que les rêves sont un peu farfelus et qu'on n'est pas conscient normalement qu'on est en train de rêver quand on est en train de rêver. Eh bien, des chercheurs ont cherché à stimuler justement ces régions frontales qui sont normalement désactivées en sommeil paradoxal, et ils les ont activées, et ils ont généré des rêves lucides, donc les sujets qui étaient en train de rêver ont pris conscience de leurs rêves au moment où ils étaient en train de rêver. Alors là, c'était des données qui émanent de recherches relativement récentes et relativement confidentielles, mais je pense que ça ouvre des perspectives et ça vous permettait de voir à la fois la complexité du fonctionnement de notre cerveau pendant le sommeil et puis finalement peut-être des technologies qui se développeront dans les années à venir. Pour revenir à la période actuelle, je vous ai représenté là tout un tas d'objets dont certains vous sont peut-être familiers. Vous avez des bracelets connectés, vous avez des petits dispositifs qu'on peut mettre dans le lit, d'autres qu'on pose sur la table de nuit. Parfois également des masques disposant d'un certain nombre de capteurs et qui sont vendus comme des objets capables finalement de juger la qualité de notre sommeil et peut-être de nous aider à améliorer notre sommeil. Alors qu'en est-il vraiment ? Alors ces dispositifs sont capables pour certains d'enregistrer des données de l'environnement. Donc l'environnement sonore, la température de la pièce, les mouvements, les bruits environnants. Donc ce sont déjà des données d'environnement qui sont tout à fait intéressantes. Concernant le sommeil lui-même, la plupart de ces dispositifs vont permettre d'enregistrer l'activité motrice. Mais je pense qu'il faut être vraiment vigilant sur ce point-là. Même si certains de ces objets sont vendus comme capables de reconnaître les stades de sommeil et d'ailleurs éventuellement de vous réveiller au bon moment, pour définir les stades de sommeil, il faut les 3 paramètres dont je vous ai parlé. Le mouvement des yeux, le tonus musculaire et l'activité électroencéphalographique. Donc il est impossible de pouvoir détecter les stades de sommeil avec certitude en l'absence de ces 3 paramètres. Ceci dit, bien sûr, on peut, à partir des mouvements, faire des suppositions sur la profondeur du sommeil du sujet dormant. Un autre élément qui me semble intéressant, c'est que sur certains de ces dispositifs, le sujet peut renseigner tout un tas d'informations sur son hygiène de vie, sa consommation de caféine, sa consommation d'alcool, son activité physique. Et finalement, ces petits dispositifs vont pouvoir intégrer des données d'environnement, des données du sommeil, ces données renseignées par le sujet et peut-être finalement permettre au sujet qui s'investit dans ce type d'objet de prendre conscience peut-être de certaines erreurs d'hygiène de sommeil et peut-être d'y remédier.
Donc il y a certainement des choses qui sont très intéressantes. Ceci dit, bien sûr, ça ne se substitue absolument pas aux méthodes diagnostiques pour les pathologies du sommeil. On est là plutôt dans du coaching chez quelqu'un qui n'a pas de gros troubles du sommeil. Quand on a une pathologie du sommeil, ça passe forcément par une consultation et éventuellement par un enregistrement polysomnographique ensuite. Voilà, alors c'était un survol peut-être un peu patchy de ce que peuvent apporter les nouvelles technologies en termes de compréhension et d'amélioration du sommeil. Je pense que le message sera celui de cet après-midi, qui est un plaidoyer pour un usage maîtrisé et éclairé finalement de ces nouvelles technologies par une meilleure compréhension de leur effet sur notre physiologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Quel est l'intérêt d'induire des stimulations pour rendre les rêves conscients? On est du domaine de la recherche et là, l'intérêt, c'était de comprendre ce qui se passe dans les rêves lucides. Et à partir du moment où on réussit à reproduire une condition, c'est que c'est comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment purement un intérêt de compréhension. Et une deuxième question peut-être, qu'est-ce qui est enregistré lorsqu'il y a un traitement de l'apnée du sommeil avec les appareils utilisés chez soi? Alors pour les apnées du sommeil, il y a plusieurs types d'enregistrements. Soit un enregistrement qu'on appelle un enregistrement polygraphique, qui enregistre principalement les paramètres de respiration, donc les petites lunettes nasales qui mesurent la pression nasale, donc la courbe de ventilation, les sangles thoraco-abdominales, la saturation en oxygène. Après, cet examen permet de dépister les apnées, en général les apnées totales, quand le sujet arrête complètement de respirer, qu'il y a une désaturation en oxygène. Par contre, dans certaines situations, le diagnostic est moins franc. Le sujet présente non pas une apnée, donc pas forcément un blocage total de la respiration, mais une hypopnée où la respiration diminue. Et là, pour pouvoir dire qu'il s'agit d'une hypopnée, il faut qu'il y ait des conséquences, soit sur la saturation en oxygène, soit sur l'activité du cerveau, et en gros, un micro-éveil, un éveil. Et donc pour avoir l'éveil, on est obligé d'avoir l'activité cérébrale. Donc dans certains cas, la polygraphie suffit. Dans d'autres cas, c'est la polysomnographie totale telle que je vous l'ai montrée.